Les guerres de Troie se seraient déroulées il y a environ 34 siècles. On ne peut pas être trop précis pour les dates, et elle aurait opposé la cité de Troie à une coalition de plusieurs cités grecques. Les historiens ont longtemps douté de la réalité de cette guerre, mais les découvertes qui ont été faites à partir du XIXe siècle, notamment par l'archéologue allemand Heinrich Schliemann, et jusqu'à tout récemment, ont permis d'en prouver la réalité. On a même pu remettre à jour quelques ruines, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Ce ne fut pas si simple d'ailleurs, car les archéologues ont retrouvé les traces de 9 cités successivement bâties, détruites puis rebâties les unes sur les autres. Parfois à la suite de tremblements de terre, parfois à la suite d'incendies dévastateurs ou encore à la suite de conquêtes étrangères. Et maintenant, quel fut le théâtre des opérations? Nous voyons sur cette carte que toute cette histoire se déroule dans la partie orientale de la mer Méditerranée, autour de la mer Égée, dans ce qui constitue aujourd'hui la Grèce et la côte ouest de la Turquie. La cité de Troie ne se trouvait pas très loin du détroit des Dardanelles, mais elle avait, à cette époque, un autre nom, c'était Ilion. Et c'est d'ailleurs de ce nom qu'est tiré le nom de l'Iliade, le fameux poème d'Homère. C'était la capitale d'une région qui s'appelait alors la Troade. La Turquie n'existait pas encore, et les régions qu'elle couvre aujourd'hui s'appelaient alors la Thrace, la Phrygie, la Lydie, la Lycie, qui étaient alors les alliés des Troyens. Troie était une cité très puissante lorsque le conflit a éclaté. Quant à ses ennemis, ils arrivaient de l'autre côté de la mer Égée. En ce temps-là, la Grèce n'existait pas encore, elle non plus. Et toute la région se trouvait morcelée en une multitude de royaumes. On ne comptait pas moins de 188 cités-États dans l'espace de la Grèce actuelle. C'était la très puissante cité de Sparte qui avait été offensée. Elle était alliée à celle de Mycène, très puissante elle aussi. Athènes n'était pas encore une ville importante en ce temps-là, mais Delphes, Argos, Knossos, Ithaque constituaient, lorsqu'ils étaient réunis, une force considérable. Et de toute l'Attique, de la Béotie, de la Thessalie ou de la Crète, les contingents se rassemblèrent pour aller porter le fer sous les murailles de Troie. La flotte, ainsi constituée, comptait plusieurs centaines de bateaux et constituait l'armée des Achéens. Comment cette histoire est-elle parvenue jusqu'à nous? C'est principalement grâce à un certain Homère, auteur de l'Iliade et l'Odyssée, que nous la connaissons. Mais Homère ne vécut que plusieurs siècles après la fin des événements. Lui-même avait donc déjà dû s'inspirer de textes plus anciens qui ne sont malheureusement pas parvenus jusqu'à nous. Et si, à l'origine, il s'agit bel et bien d'une histoire authentique, il est évident que les différents auteurs qui se sont chargés d'en perpétuer la mémoire n'ont pas hésité à y ajouter du fantastique et du merveilleux pour le rendre encore plus captivant. C'est ainsi que les Aïdes, les troubadours de l'époque, qui contaient ces récits pour divertir toutes sortes de publics, n'hésitaient pas à enjoliver leurs histoires en faisant intervenir les dieux à tout propos, en multipliant les pouvoirs de leurs super-héros, et même en faisant parfois appel à quelques monstres tout à fait épouvantables.
J'ouvre une parenthèse à propos de la mythologie. Si c'est aujourd'hui pour nous un réservoir de fabuleuses aventures, il ne faut pas perdre de vue que c'était autrefois une véritable religion. On érigeait des temples somptueux en l'honneur de toutes ces divinités. On les adorait et on sollicitait à tout propos leur protection en leur faisant de multiples offrandes et sacrifices. Je vous invite à suivre cette vidéo qui vous fera mieux connaître l'origine de tous ces dieux, depuis le chaos originel jusqu'à l'arrivée des dieux olympiens auxquels il est souvent fait référence tout au long de ce récit. Quelles furent les origines de ce conflit? On sait généralement que c'est parce que Paris a enlevé la belle Hélène que les Grecs sont allés à la rechercher à Troie. Mais cette histoire mérite d'être racontée bien plus en détail. Le puissant roi Priam régnait il y a bien longtemps sur la cité de Troie. Il avait déjà une nombreuse descendance lorsque son épouse Hécube tomba de nouveau enceinte. Juste avant la naissance, la reine fut visitée par un songe étrange. Elle rêva qu'au moment où elle prenait le nouveau-né dans ses bras, celui-ci se transformait en une bûche incandescente. Les flammes gagnaient rapidement tout le palais et finissaient par réduire en cendres toute la cité. Le roi Priam, après avoir pris connaissance de ce rêve étrange, convoqua les devins pour s'en faire expliquer le sens. Leur explication fut claire. L'enfant qui allait naître provoquerait un jour la destruction de Troie. Les parents, éperdus, ne savaient quelle décision prendre. Ils décidèrent finalement d'abandonner le nourrisson dans la montagne à la merci des bêtes sauvages. Ils préféraient sacrifier un seul de leurs enfants plutôt que risquer d'anéantir la population de la cité tout entière. Ils lui donnèrent toutefois un nom, ce fut Paris. Tout le monde pensait que le bébé ne survivrait pas longtemps dans une nature aussi hostile. Mais il se trompait, car un berger qui passait par là le découvrit rapidement, et il l'éleva comme si c'était son propre fils. Les années passèrent, et le garçon devint un adolescent plein d'audace et de vigueur. Quelques années plus tard, tandis que la vie s'écoulait paisiblement chez les mortels, une grande fête était donnée chez les dieux dans leur résidence du mont Olympe. On célébrait le mariage de Pelée avec Thétis. Tous les dieux étaient invités à la noce pour un somptueux banquet. Tous non. Il manquait Eris, la déesse de la discorde. On l'avait volontairement écartée car on craignait qu'elle ne vînt perturber la fête. Celle-ci voulut alors se venger de cet affront. Et pour cela, elle apporta une pomme d'or qui provenait du jardin des Hespérides. Et sur cette pomme d'or était gravé « Pour la plus belle ». Ah, effectivement, cela n'allait pas manquer de semer la discorde au sein de cette assemblée, car trois convives entrèrent rapidement en conflit, chacune pensant que c'était elle la plus belle et que cette pomme lui revenait donc de droit. Pour arbitrer ce différend, Zeus résolut de s'en remettre au jugement d'un humain innocent, dont on savait qu'il n'aurait aucun préjugé ni aucun parti pris. On envoya donc sur terre les trois concurrentes qui n'étaient autres que Héra, sa propre épouse, Pallas Athéna, la déesse de la guerre, et Aphrodite, la déesse de l'amour.
Elles devaient prendre leur apparence humaine. Hermès, le messager des dieux, les accompagnerait pour s'assurer que tout se passerait de façon régulière. Ah, une petite précision avant de poursuivre. De cette union entre Pelée et Thétis allait naître un fils qui se rendra bien célèbre au cours de cette guerre. Il s'agissait d'Achille. Donc, Paris se trouvait près d'une rivière à garder le troupeau de son père adoptif lorsque 3 femmes magnifiques se présentèrent devant lui. Puis Hermès apparut à son tour et lui remit la pomme d'or en lui expliquant qu'il devait désigner quelle était la plus belle de ces 3 femmes et lui remettre la pomme d'or entre les mains. Paris se tint alors devant les 3 femmes en les admirant. Elles étaient vraiment toutes les 3 magnifiques, et il était fort embarrassé pour faire son choix. Voyant les hésitations du jeune homme, les 3 déesses se mirent à tenter de l'influencer. Héra, la première, lui promit la puissance et la richesse. Alors Pallas Athéna renchérit en lui promettant en plus la gloire au combat. Aphrodite, elle, à son tour, lui promit l'amour éternel de la plus belle de toutes les mortelles. C'était Hélène de Sparte, l'épouse du roi Ménélas. Le jeune homme n'hésita pas longtemps. Plutôt que la richesse ou la gloire, il préféra l'amour et offrit la pomme d'or à Aphrodite. Celle-ci le remercia et devint immédiatement sa protectrice et lui promit son assistance en toutes circonstances. En revanche, il venait de s'attirer la haine éternelle des 2 autres déesses. Peu de temps après, le roi Priam organisait de grands jeux dans la cité de Troie, et Paris fut chargé par son père adoptif d'y conduire un jeune veau qui devait servir d'offrande. Voyant que les jeux étaient ouverts à tous, il s'inscrivit pour concourir dans plusieurs épreuves, et il les remporta toutes, soulevant ainsi l'enthousiasme de tous les spectateurs. On se demanda évidemment qui était ce jeune homme inconnu, si valeureux, et l'on ne tarda pas à découvrir qu'il était en réalité le propre fils du roi Priam. Le roi sanglota de joie en retrouvant son fils, qu'il croyait perdu depuis longtemps, tandis que sa mère, Hécube, le tint contre son cœur, ne voulant plus le laisser partir. Ses nombreux frères et sœurs lui firent également un excellent accueil. Toutefois, sa sœur Cassandre émit quelques réserves. Cette dernière avait reçu le don de prophétie et savait prévoir l'avenir. Aussi, ne manqua-t-elle pas de rappeler à ses parents la prophétie qui avait été faite à la naissance de l'enfant. Il conduira la cité tout entière à la ruine. Mais Apollon lui-même avait jeté un sort à Cassandre, en sorte que jamais personne ne croirait en ses prédications. On ne l'écouta donc pas, et Paris put vivre maintenant la vie d'un prince dans le palais de Priam. De son côté, Aphrodite n'avait pas oublié sa promesse. Elle créa les conditions pour que Priam envoie la prince à Sparte auprès du roi Ménélas pour négocier quelques projets de commerce. L'arrivée à Sparte du jeune Paris fut l'occasion de fastueuses réjouissances organisées par le roi Ménélas, et auxquelles, tout naturellement, participa son épouse, la reine Hélène. Paris tomba immédiatement éperdument amoureux de cette beauté surnaturelle, et Aphrodite fit en sorte également qu'Hélène tomba à son tour follement amoureuse de Paris.
Quelque temps plus tard, profitant d'un voyage de Ménélas en Crète, les deux amoureux s'enfuirent ensemble par la mer. Aphrodite, qui veillait sur toute cette affaire, leur envoya un vent favorable pour qu'ils gagnent la cité de Troie le plus rapidement possible. Tandis qu'Hélène faisait une entrée triomphale dans Troie au bras de son amant Paris, la fureur gagnait Sparte et toute la péninsule. Tous les rois achéens, indignés, offrirent leur aide au malheureux Ménélas pour aller reprendre son épouse et châtier Paris. Il y avait bien sûr Agamemnon, le roi de Mycène et le propre frère de Ménélas. C'était un roi cruel et sans pitié. C'est lui qui prit le commandement de l'expédition. Il se trouvait également un nombre considérable de soldats intrépides et de héros fameux parmi les Achéens. Idoménée, par exemple, le roi de Crète, petit-fils du fameux roi Minos, qui avait érigé un labyrinthe par Dédale pour héberger son Minotaure. Il y avait le vieux roi Nestor, roi de Pylos, dont la sagesse était reconnue de tous, et Ajax, dont la force était légendaire, et aussi Achille, le fameux Achille, qui se croyait invincible parce que sa mère l'avait plongé dans l'eau du Styx juste après sa naissance. Mais celle-ci, l'ayant tenu par un talon, de pas qu'il se noie, avait laissé cette partie du corps vulnérable. Et Ménélas, bien sûr, le roi de Sparte, qui venait pour reprendre son épouse Hélène, et bien d'autres encore. On sollicita également la collaboration d'Ulysse, le roi d'Ithaque. Il était connu pour être le plus rusé de tous. Mais il rechignait à partir, car il ne voulait pas quitter son épouse Pénélope, qui venait de lui donner un fils, Télémaque. Il tenta bien de ruser pour échapper à l'expédition en se faisant passer pour fou, mais il fut démasqué et dut se résoudre à rejoindre la flotte achéenne à la tête de 12 vaisseaux. Achille non plus ne voulait pas participer à cette guerre, car il détestait Agamemnon et ne voulait pas servir sous ses ordres. Mais il prit connaissance d'une prophétie que seule sa mère connaissait. S'il restait dans son palais de Phthie, il vivrait paisiblement au milieu de sa famille, et il mourrait vieux, mais oublié de tous, dans un total anonymat. Tandis que s'il partait faire cette guerre, il y mourrait sans doute, mais couvert de gloire, et son nom resterait connu de tous pour l'éternité.